Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo du jour. On va revenir sur les informations mercato qui sont sorties autour du PSG hier dans la soirée. Il y en a des fiables et surtout il y en a une qui a beaucoup fait parler, qui a clivé. C'est évidemment Daniel Riolo, sûrement le journaliste qui a le plus de visibilité aujourd'hui en France. Eh bien le voilà qui prend encore une fois un pari. On se souvient, hein, l'année dernière, il avait pris le pari de Lionel Messi, c'était en novembre 2020 si je ne me trompe pas. Et bien là, il prend le pari de Zidane au PSG et Mbappé qui prolonge, visiblement selon ses dires. Alors on va revenir là-dessus. Avant tout dans cette vidéo, puisque c'était hier, hein, dans l'after-foot bien évidemment, j'écoutais pas l'after-foot et j'ai vu passer sur les réseaux sociaux cette information. Je voulais absolument entendre Daniel Riolo. Impossible de le trouver hier soir et heureusement ce matin en me réveillant, RMC l'ont posté sur leur chaîne YouTube si vous voulez l'écouter, parce que c'est vrai que des paroles comme ça, il faut évidemment avoir le mot pour mot, hein, et puis aussi l'intonation joue beaucoup. Donc il a l'air très sûr de lui, il a dit mot pour mot, allez, j'annonce Zidane au PSG. Quand on lui disait est-ce que tu peux faire plus que Lionel Messi, en termes de prophétie évidemment, allez, j'annonce Zidane au PSG en juin 2022 au plus tard. Et il a rajouté, je n'exclus pas qu'il dirige Mbappé au PSG. En gros, si Zidane vient, pourquoi pas une prolongation de Kylian Mbappé. Évidemment, ça a un petit peu enflammé la toile, ça a surtout clivé, d'abord parce qu'il y en a qui croient beaucoup en lui par rapport à son expérience. Alors, je veux bien le concevoir, évidemment, la fiabilité d'un journaliste se construit avec le temps, au fur et à mesure des informations, et la réalité, c'est que là, Lionel Messi, bah oui, il était un petit peu seul contre tous en novembre, et puis au final, il signe. Maintenant, je pense que c'est quand même un cas particulier. Encore une fois, on a affaire à une jolie démonstration de révisionnisme parce que je pense que même Lionel Messi, en fait, c'est un fait qui est communément admis. Hein. La définition du révisionnisme, c'est ça, en fait. Remettre en cause des faits qui sont communément admis. Même Lionel Messi te dira, ben oui, mais en novembre 2020, moi-même, je ne savais pas ce que j'allais faire. Et pire encore, il te dirait, pour moi, ce que je pensais faire et mon objectif, c'était prolonger au Barça. Au final, évidemment, en juin-juillet, lui-même ne savait pas ce qui allait se passer. Ça se termine très bien pour Daniel Riolo, donc je fais partie de ceux quand même qui misent sur la chance pour expliquer la première de Daniel Riolo. Là par contre, si il réussit, évidemment ce sera un coup monstrueux. Rien que Zidane en fait, hein, pas besoin de la prolongation d'Mbappé, rien que Zidane. Alors on va revenir évidemment, hein, il y avait des rumeurs qui disaient cet hiver, au final Pochettino est toujours en poste. Il fait toujours partie des 3 candidats au poste d'entraîneur, évidemment, sur le long terme pour Manchester United, surtout que ça ne se passe pas très bien avec Rangnick, l'intérimaire, en ce moment. Le vestiaire est divisé, il y en a qui veulent partir, il y a des clans et tout ça. Donc Pochettino, lui aussi, bien sûr, ça tout le monde le sait, il est très intéressé par ce poste. Cependant, entre-temps, évidemment, il va y avoir une seconde partie de saison. Je voudrais juste placer ici un petit avis. Je trouve qu'en fait, idéologiquement, enfin en termes de philosophie de jeu et tout ça, les gens sont tout à fait d'accord sur le facteur chance, hein, qui est très grand avec le PSG de Pochettino et surtout très important pour le PSG. Le facteur blessure, hein, un PSG sans Verratti, c'est évidemment pas le même qu'avec. Voilà. Idem pour Mbappé, Marquinhos, pourquoi pas Sergio Ramos s'il réussit à se trouver une importance et pourquoi pas Lionel Messi s'il monte en puissance. Neymar, on pourrait l'inclure. Bref, dans tous les cas, le facteur blessure met tout le monde d'accord. Mais là où ça clive, c'est entre les pessimistes et les optimistes. Pourquoi ? Parce que pour moi, il y a deux visions en fait. Il y a ceux qui pensent que tu gagnes la Ligue des Champions au milieu de terrain. Voilà, tout comme les grands rendez-vous se gagnent sur la bataille du milieu de terrain, à partir du moment où tu réussis à contrôler le ballon, bien gérer l'adversaire, le cadenasser au milieu de terrain, bien faire circuler, que tes circuits sont fluides, bien évidemment que tu as la maîtrise technique, eh bien, dans la surface, tu gagneras. Il y a des événements qui ont montré tout simplement que sur la durée, oui, c'est quelque chose qui est viable. Hein. Les équipes qui ont gagné la Ligue des Champions avaient un milieu de terrain avant tout. On a évidemment en tête le fameux milieu mythique du FC Barcelone et le fameux tout aussi mythique milieu du Real Madrid. Et d'autres événements un petit peu plus précis, comme les éliminations de Manchester City, de Pep Guardiola plus généralement, où tu as la maîtrise au milieu de terrain, mais tu perds sur des faits de jeu, sur évidemment les prolongations, l'usure mentale, et du coup, c'est là qu'il y a clivage avec les autres qui pensent que le foot ne se joue pas au milieu de terrain, mais les grosses échéances, c'est l'efficacité entre les deux surfaces. Et là, je pense franchement que tout le monde sera d'accord, pour dire que dans les grosses échéances, bon, sur le papier, on a les joueurs qui, dans la surface adverse, sont prêts, évidemment, à être réalistes. Le passé ne nous le prouve pas forcément, mais voilà, Kylian Mbappé a montré, franchement, contre le Bayern, contre le Barça,
la clé, c'était ce réalisme absolument glacial. Lionel Messi, pareil, c'est quand même un grand joueur, hein, on ne va pas non plus lui pisser dessus. Neymar aussi, évidemment, même si c'est vrai que depuis 1 an et demi, et puis globalement, depuis son changement d'équipementier, ça c'est un peu l'excuse bidon, mais surtout, ne pas oublier son changement de rôle avec Mauricio Pochettino. Sous Thomas Tuchel, il jouait beaucoup plus dans l'axe, et là, avec Pochettino, il est vraiment beaucoup plus écarté, en fait, de là où se joue le ballon et tout ça, parce qu'il est vraiment ailier, dans un registre vraiment d'ailier, même si un petit peu avant sa blessure, il s'est un petit peu recentré. Donc voilà, et l'efficacité dans ta surface défensive. Alors là, on est tous d'accord pour parler des gardiens, bien sûr, hein, qui sont voilà, nos anges gardiens, sans mauvais jeu de mots, Navas et Donnarumma, et la défense. Marquinhos, Ramos, j'espère, et j'y crois très 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 fort, d'ailleurs pour dimanche contre Lyon, j'espère vraiment que Ramos, Verratti, Messi et Mbappé seront tous les 4 titulaires, parce que c'est vraiment là, ça peut être la colonne vertébrale de cette seconde partie de saison. Sans oublier évidemment Marquinhos, mais je ne le retire pas parce qu'il est moins fort qu'eux, mais parce qu'avec lui, on est tout simplement habitué. Voilà, c'est quelqu'un qui est là depuis très longtemps au club. Donc voilà un petit peu le clivage entre les optimistes qui disent oui, mais dans les deux surfaces, le PSG est efficace, et ceux qui pensent que ça se gagne au milieu de terrain. En réalité, évidemment, t'es un petit peu au PSG dans une situation qui est très très compliquée à ce poste-là, notamment depuis le départ de Thiago Motta. Donc c'est la question du jour dans l'espace commentaire. Où est-ce que vous vous positionnez en fonction de ce clivage? Alors évidemment, il n'y a pas de... En fait, il ne faut pas prendre ça comme un prisme, un cliché. Hein. Il n'y a pas soit les optimistes, soit les pessimistes. Vous pouvez piquer un petit peu des deux. Donc voilà, je serais ravi d'entendre et de lire surtout vos arguments en fait et surtout vos positionnements. Allez, on va pouvoir enchaîner sur Zinedine Zidane. Donc d'ici là, évidemment, on aura passé la saison pré-Coupe du Monde. Évidemment, on sait tous que l'enjeu est d'autant plus grand et que si on échoue, il y a de fortes chances de voir Pochettino de partir déjà. Et Zidane, j'ai envie de dire aujourd'hui, en juin, la situation, elle n'aura pas changé pour lui en fait. Et surtout, en plus, elle sera encore plus en notre faveur. Parce que son objectif, c'était vraiment prendre une année sabbatique complète, ne plus entendre parler de foot. Au final, il s'en tient à son plan. Et en juin, vis-à-vis des Bleus, qui est évidemment notre concurrent principal, ça n'aura pas bougé en fait. On n'aura pas joué la Coupe du Monde, et la tendance sera pareille. Si Didier Deschamps remporte la Coupe du Monde ou fait un gros parcours, lui-même l'a dit, Le Graët l'a dit, il n'est pas impossible qu'il prolonge et que du coup, Zidane se retrouve obligé en janvier 2023 de se chercher un poste parce qu'il ne va pas attendre indéfiniment l'équipe de France, bien évidemment. Et il sait pertinemment qu'une opportunité comme un banc, celui du PSG en l'occurrence, ça ne se présente pas 15 fois. Et évidemment, ça se saisit. Donc vraiment, là-dessus, optimiste. En juin, ça n'aura pas bougé et plus encore, le temps nous donnera encore plus de marge de manœuvre par rapport à l'équipe de France. Et puis évidemment, Pochettino, lui, il serait enclin à partir. La vraie question, c'est est-ce qu'il faut le licencier ou pas? Parce qu'il y a des indemnités de licenciement. On rappelle que, il y a tout un staff à virer en même temps que lui, et surtout, c'est quand même l'entraîneur qui est le mieux payé de l'ère QSI. C'est quasi 12 millions d'euros par an. 940 000 euros par mois, c'est absolument extraordinaire. Un contrat qui visiblement a été signé sans connaissance de cause, puisque le métier de coach au PSG, visiblement, il le découvre, à l'entendre parler bien évidemment. Ensuite, Mbappé, la prolongation, alors là, j'avoue que si Riolo réussit à annoncer ça avant tout le monde, je pense que, la seule solution pour moi, il y a deux solutions pour prolonger Mbappé. Déjà, c'est une solution triste, évidemment, paradoxale, un mauvais parcours en Ligue des Champions, parce qu'à partir du moment où tu gagnes la Ligue des Champions, le lendemain, il se barre évidemment, et une prolongation courte durée. Alors là, il faut évidemment réussir à se mettre d'accord, c'est un enjeu de négociation, parce que ce serait déjà un aveu de faiblesse pour le PSG que de signer Kylian Mbappé à 23 ans, une prolongation de 1 an plus une en option ou de 2 ans par exemple. Voilà, c'est ça le court terme. Ce serait un aveu de faiblesse. Mais en même temps, évidemment, ce serait une réussite parce que tu prolonges ton meilleur joueur et tu profites un petit peu plus de lui au niveau des saisons et au niveau des performances. Tu as encore plus d'espoir, bien sûr. Et puis en termes marketing, je ne parle pas de la marge de manœuvre. Mais bon, personnellement, j'y crois pas du tout. En plus, il y a le Real Madrid à prendre là-dedans. Évidemment, pour eux, la priorité, c'est Mbappé. Il y a aussi Erling Haaland, là, qui visiblement devrait partir de Dortmund l'été prochain. Ils priorisent Kylian Mbappé, mais si du coup, il leur fait un petit pied de nez l'été prochain, ils vont pas laisser passer l'occasion Haaland. Et on sait très bien que Mbappé et Haaland, personnellement, je fais partie des gens qui disent les deux ne seraient pas enclins à partager et le club et les statistiques surtout. Parce que Mbappé, les saisons à 50 buts, quand tu devras partager avec Erling Haaland, à moins que le Real marque 6 buts par match, ça risque d'être compliqué pour les deux. Surtout que d'un point de vue tactique, Haaland jouerait en pointe et Mbappé, devrait un petit peu dézonner
sur un poste qui du coup ne favorise pas les buts et les statistiques, ailier. Même si ça n'enlève rien à son talent et à sa très bonne utilisation. Ou alors, bon, changement tactique, 4-4-2, et puis il y a aussi la question de Benzema quand même, que tu vas pas virer dès l'été prochain. Donc il y a un petit casse-tête au niveau du Real Madrid pour Kylian Mbappé. Là, la prolongation, j'y crois un petit peu moins. Ensuite, il y a Julien Ménard pour Téléfoot. Alors on le connaît, hein, c'est le porte-parole de Kylian Mbappé, et puis plus généralement des Bleus. Alors hier soir, il a fait un point sur les dossiers Martial, Dembélé et Kingsley Coman. Pour Dembélé, il a dit que ses exigences pour prolonger au Barça étaient trop élevées aujourd'hui. La balle est dans le camp du club catalan, parce que le joueur, justement, a bon nombre d'offres de gros prétendants qui font tout simplement qu'il va réussir à trouver un point de chute si, avec le Barça, ça se termine mal. Parmi ces prétendants, il y a le PSG. Il a rappelé qu'on était intéressé de longue date. Ça, on le sait tous. Hein. Avant qu'il signe à Dortmund en 2016, c'était carrément Nasser qui avait pris le dossier en main. Et après, Tourelle, quand il est arrivé au PSG, voulait le signer. Donc c'est vrai qu'on est lié à lui depuis un bon bout de temps. Je reste sur la même position concernant Dembélé, qui est évidemment d'être un petit peu plus mesuré que l'opinion majoritaire dans la communauté PSG. Oui, on n'en veut pas, surtout pas à 40 millions d'euros par an, bien évidemment. Oui, il se blesse beaucoup, mais attention, c'est pas qu'un petit con qui se blesse parce qu'il a une mauvaise hygiène de vie. Non, il a un style de jeu, évidemment, et surtout une morphologie qui font que le joueur est un petit peu blessé. Alors il y en a un autre qui est un petit peu moins blessé que Dembélé, mais qui l'est quand même si ces derniers temps, il s'est retrouvé une certaine forme, une certaine régularité, c'est Kingsley Coman. Et lui, évidemment, bon, il est un petit peu plus loin du cliché du joueur avec la mauvaise hygiène de vie que Ousmane Dembélé. Il a une image un petit peu plus sérieuse. Et puis vis-à-vis du PSG, il a aussi été formé au club. Je pense que c'est l'exemple parfait de l'échec total du PSG au niveau du centre de formation depuis l'ère QSI, vu comment il a explosé et à la Juventus Turin et au Bayern Munich après. Et aujourd'hui, eh bien, la situation était un petit peu compliquée jusque-là. Concernant une prolongation, le Bayern ne voulait absolument pas le voir partir libre en 2023, donc était enclin à le laisser partir l'été prochain. Julien Ménard a d'abord annoncé qu'il y a eu un revirement de situation. Il est ouvert à une prolongation au Bayern. Et le PSG le suit, mais n'est pas une priorité du coup pour le joueur, parce qu'aujourd'hui, il priorise un petit peu la prolongation au Bayern. Alors, c'est pas du tout le même prix qu'Ousmane Dembélé, c'est vrai, parce que déjà, il y a une indemnité de transfert pour l'été prochain. Il y a un salaire qui devrait, dans tous les cas, être similaire à celui d'Ousmane Dembélé. Je pense qu'il y a quand même plus de garanties, et franchement, Coman, je fonce. Même si vous direz, on l'a fait partir libre quand il était jeune, au final on le fait revenir pour, je sais pas, une cinquantaine, soixantaine de millions d'euros, mais franchement, Coman c'est et l'expérience, et la jeunesse, la fleur de l'âge. Pareil, s'il se blesse, allez trouver un joueur de son style de jeu et de sa morphologie qui se blesse pas autant que lui. Et qui ne se blesse pas tout court. Évidemment, les ailiers comme ça, qui sont percutants, qui vont chercher le contact avec l'adversaire et qui sont surtout très rapides, qui se retrouvent très souvent avec les adversaires qui ne sont pas devant eux, mais derrière eux, d'abord parce qu'ils sont rapides et ensuite parce qu'ils sont capables dans les 1 contre 1 de les éliminer, allez m'en trouver. Vous allez me citer peut-être Kylian Mbappé, je vous répondrai quand même que son style de jeu a quand même évolué. C'est pas du tout un joueur comme Dembélé ou Kingsley Coman aujourd'hui. Voilà, bien évidemment. Et puis après, sa morphologie est complètement différente des deux. C'est des joueurs qui sont quand même assez frais, Coman et Dembélé. Donc voilà, pour moi, Coman, c'est vraiment la solution idéale sur le côté, là, en termes d'ailier. Et puis surtout, au niveau du marché aujourd'hui, c'est un petit peu un marché qui est très restreint et surtout qui coûte très très cher. Franchement, Coman, je connais la Ligue des Champions, les sélections nationales, la sélection nationale, la France, j'ai des références évidemment, j'ai du talent, en plus il y a le lien avec le centre de formation, donc pour moi c'est franchement parfait. Alors ensuite il y a une information du journal L'Équipe pour Xavi Simons qui laisse l'optimisme, parce que selon eux, le dilemme aujourd'hui c'est soit il y a prolongation, à condition qu'il y ait un prêt dans l'élite, ou une intégration dans le groupe pro, soit un départ libre. Pour moi, franchement, là, la balle est dans le camp du PSG, et franchement, bon, c'est une balle qui est facile à jouer. Un prêt dans l'élite, c'est facile à lui trouver. Peut-être, je sais pas, aux Pays-Bas, en Angleterre, en seconde division, en Allemagne aussi. Mais franchement, l'intégration dans le groupe pro, on l'a vu en Coupe de France. Le PSG avec les jeunes est bien mieux organisé. C'est une équipe qui est bien plus plaisante à voir jouer. Non pas qu'ils aient un rôle très défini et qu'ils font des statistiques, mais d'abord parce qu'ils sont combatifs, parce qu'ils jouent, parce que techniquement tu sens qu'ils veulent montrer des choses et qu'ils ont surtout des choses à montrer. Donc moi je suis pour à 100% l'intégration dans le groupe pro de Xavi Simons, et c'est pour ça que cette information du journal Équipe me laisse optimiste. Surtout qu'en plus, Mino Raiola a ses entrées au PSG, la question des sous évidemment,
n'est pas à l'ordre du jour parce qu'il y a la puissance. Mais là, je pense qu'on est à un moment charnière parce qu'il va falloir confirmer les 2 matchs qu'il a joués en Coupe de France. En Ligue 1, dans l'élite, et pourquoi pas en Coupe de France. Sachant qu'on affronte Nice fin janvier et que les Sud-Américains ne seront probablement pas disponibles, à moins que le PSG fasse un recours pour les avoir, parce que justement ils sont en sélection nationale sur ce moment-là, on devrait voir les jeunes. Ça fait plaisir. Contre une équipe comme Nice, bien évidemment, ça fait plaisir. Donc voilà, et puis je terminerai cette vidéo avec une information de Ornstein pour The Athletic, média assez sérieux en Angleterre, qui dit que le PSG fait partie des prétendants pour Erling Haaland, comme le Bayern Munich, le Real Madrid, qui priorise tout de moins Kylian Mbappé, le Barça qui doit avant tout dégraisser, et Manchester City qui en fait sa grande priorité. Donc voilà, le joueur, je pense que c'est plus l'Espagne qui a ses faveurs. Je m'inquiète pas du fait de pas trop voir le PSG associé à Haaland dans les médias, d'abord parce que, si on voit le Barça, c'est d'abord et avant tout parce que Laporta, c'est un président, un showman, c'est quelqu'un qui sait jouer avec les médias. C'est pour ça que ça sort de partout en fait. Pour moi, c'est pas avant tout un intérêt du Barça, mais surtout évidemment la communication de Laporta, qui fait que voilà, Haaland est très très associé à ce club-là. Bon, du côté du Real Madrid, là, c'est vrai que bon, c'est le plus grand club du monde, donc c'est normal de le voir associé à ce club-là. Et le PSG, bien évidemment, n'a aucun intérêt à s'associer dans les médias à un potentiel remplaçant de Kylian Mbappé, parce qu'avant tout, ce serait un désaveu total sur la prolongation d'Mbappé. On rappelle que le club, là, la stratégie dans les médias, c'est de faire filtrer qu'on a encore de l'espoir, qu'on discute et qu'on propose encore à Kylian Mbappé de prolonger. Voilà un petit peu ma position. Évidemment, si on doit accélérer sur Haaland, ce ne sera pas avant le 1er juillet prochain, en cas de départ, évidemment avant, de Kylian Mbappé. Très bonne soirée à tous, très bon week-end, et on se retrouve évidemment dimanche pour le débrief de ce match contre Lyon. Comme je disais, j'espère avoir la petite colonne vertébrale de l'équipe pour prendre du plaisir et pour essayer de préparer la Ligue des Champions tout simplement. Voilà, allez, très bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao les amis.